AGIPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. Comment protéger les enfants dont les couples se séparent? On va en parler avec votre invitée Marie-France Irigoyen qui publie ce livre Séparations avec enfants, conflits, violences et manipulations. C'est publié aux éditions La Découverte. C'est une thématique qui vous tient à cœur Muriel et qui tient à cœur de beaucoup de Français qui nous écoutent. Oui, aujourd'hui nous abordons un sujet crucial et souvent négligé, les violences post-séparation et leur impact sur les enfants. Ce sujet est d'autant plus essentiel que la stabilité des couples est de plus en plus précaire. Statistiquement, pratiquement un couple sur deux se sépare. En France, la durée moyenne d'un mariage est de 15 ans, avec un pic de séparation après 5 ans de vie commune. Impactées par ces évolutions, nos structures familiales sont en pleine transformation. La multiplication des familles recomposées, la coparentalité, bouleversent les repères traditionnels. Avec 63% d'enfants nés hors mariage en 2022, il est clair que les structures familiales classiques ont laissé la place à une plus grande diversité. Et ces transformations sont aussi visibles dans la dynamique des divorces où les femmes sont à l'origine de près de 3/4 d'entre eux. Les raisons sont protéiformes. Émancipation, aspiration à un épanouissement personnel, volonté de construire une relation sur un sentiment amoureux, exigence d'équilibre, d'autonomie, d'égalité, de relations symétriques et de respect dans le couple. Cependant, les séparations, même socialement banalisées et simplifiées sur le plan légal, demeurent des épreuves humaines intenses, marquées par de profonds bouleversements émotionnels. Alors, dans ce contexte, quel est l'impact de ces séparations sur les enfants ? La recherche en pédopsychiatrie offre des réponses claires. Ce n'est pas tant la séparation elle-même qui affecte les enfants, mais plutôt le niveau de conflit envers les parents. Le besoin fondamental de l'enfant est de se sentir rassuré sur son avenir, ses conditions de vie et sur les liens qu'il pourra garder avec ses figures d'attachement. Placer les enfants au centre des batailles judiciaires, les instrumentaliser, les expose à des conflits de loyauté, nie leur individualité et leur altérité. Une séparation sans conflit majeur n'a pas de conséquences graves sur le plan social et psychologique pour les enfants. C'est véritablement la façon dont nous gérons les conflits post-séparation qui est cruciale pour préserver leur santé mentale. Indifférence, rejet affectif, contrôle sexiste et mensonge, tout cela sont des menaces pour les enfants. En créant ou en laissant perdurer ces situations, nous les rendons victimes eux aussi. Et on en parle tout de suite avec votre invité qu'on accueille avec plaisir, Marie-France Irigoyen, pour parler justement de son ouvrage. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Alors, chère Marie-France, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous nous avez depuis de nombreuses années éclairé sur des sujets majeurs tels que l'emprise, le harcèlement sexuel et moral, sur tous les ressorts de la violence. Ce livre, aujourd'hui, traite de conflits, de violences, de manipulations imposées aux enfants dans le cadre des séparations. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, dans cette société où tout va très vite, près d'un couple sur deux se sépare, pourquoi, dans ce contexte de séparation souvent émotionnellement chargé, certains parents placent de façon inconsciente ou volontaire les enfants au cœur du conflit? C'est quoi les raisons sous-jacentes de cette réaction ? Les parents cherchent tous à protéger leurs enfants, mais malgré tout, lors d'une séparation, ils sont déstabilisés, il y a une émotion très très forte. En plus, il y a plein de choses à régler, des problèmes pratiques, le logement, l'argent, et évidemment les enfants. Là-dessus, un gros changement vient du fait que les pères... Certains pères, enfin un certain nombre de pères, on va dire, s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation de leurs enfants et réclament à avoir un peu plus avec eux, les enfants, et si ce n'est obtenir une résidence partagée, au moins être un peu plus avec leurs enfants. Et alors vous parlez un peu de transformation sociale et culturelle, quand vous dites les pères ont changé et demandent à avoir davantage leurs enfants. Est-ce que, par exemple, on dit que nous avons bousculé l'identité masculine et le rôle des pères dans la famille. Est-ce que vous avez le sentiment que ça influe la coparentalité, que ça joue, par exemple, dans les demandes de garde d'enfants ? Oui, alors c'est pas aussi simple que ça. La justice a amené des changements importants puisque l'autorité parentale, la puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale conjointe et que normalement père et mère ont les mêmes droits.
De la même façon, depuis 2010, on peut demander une résidence partagée. Mais dans la réalité, les mentalités n'ont pas changé tant que ça. Au fond, la plupart des mères continuent à réclamer la garde principale de leur enfant parce que c'est elles qui se sont occupées beaucoup plus de l'enfant, ce qui est vrai parce que c'est la conséquence de l'inégalité de partage des tâches dans les couples, et qu'elles s'occupent beaucoup plus des enfants. Et beaucoup de pères gagnent plus d'argent et considèrent que leur travail est plus important que le travail de leur femme. Et donc, au moment de la séparation, toutes ces inégalités sont se rejouent, et l'enfant est au milieu de tout ça. C'est-à-dire, autrefois, quand on se séparait, qu'on soit divorcé, pacsé ou simplement en cohabitation, quand on se séparait, le problème était la faute. Maintenant, les juges ne considèrent pas du tout la faute, mais considèrent qu'il faut justement un accès à l'enfant égal pour les deux parents. Donc l'enfant est complètement au centre de ça, et les disputes se centrent sur, par exemple, un père peut dire « si tu me quittes, tu n'auras pas les enfants ». Ou une mère dira puisque je m'en suis toujours occupée, tu n'as jamais rien fait à la maison, tu n'es jamais allé les chercher à l'école, eh bien, tu n'auras pas les enfants. Et à partir de là, ça peut être une guerre ouverte. Alors quand même, regardons un peu les chiffres. Dans 80% des cas de séparation à l'amiable, c'est la mère qui obtient la garde principale. Dans les cas de désaccord, quand le juge tranche, il n'accorde que dans 24% des cas la résidence chez le père. Alors, si on lit transformation masculine, identité masculine, rôle des pères nouveau dans la famille, et ces chiffres-là, j'ai un peu envie de vous dire, ça vous inspire quoi, ces statistiques? Bon, d'abord, ces statistiques, il faut faire attention, parce que ça ne tient pas en compte des arrangements amiables. Or, dans 70% des cas, je crois que c'est 80% des cas, la séparation se fait à l'amiable. C'est-à-dire maintenant, même quand on est marié, on n'est pas obligé de passer devant un juge. Ça peut se faire devant un notaire, et ça, c'est pas pris dans les statistiques. En fait, le chiffre réel, c'est dans 80% des séparations à l'amiable, 70% des femmes obtiennent la garde. Oui. C'est dans votre livre, hein? Oui, absolument. Mais pourquoi, quand ça passe devant le juge, pourquoi le juge n'accorde pas plus la garde, la résidence de l'enfant au père? C'est parce que les pères ne le réclament pas. D'abord, certains hommes sont encore dans un schéma ancien où elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants et moi je rapporte l'argent. Mais aussi pour des raisons matérielles et financières. Pour pouvoir être en résidence partagée, il faut pouvoir payer 2 logements qui soient proches de l'école, et c'est beaucoup de complications. Alors, je le disais, les pères statistiquement gagnent plus d'argent que les mères, et leur travail leur paraît plus important que... Mais c'est quoi les conséquences sur les enfants de ces conflits ? Si on parle des enfants, c'est quoi les conséquences pour vous? Les enfants, d'abord, les enfants ont besoin qu'il n'y ait pas de conflit. Oui, c'est-à-dire, dans une séparation, les enfants ont besoin que papa et maman expliquent idéalement ensemble, on va se séparer, mais vous inquiétez pas, vous irez à la même école, voilà, tu iras tel jour, vous passerez une semaine chez papa, une semaine chez maman. Ça, c'est idéalement ce que vous recommandez, mais dans le cas de conflit, quand un enfant est sujet à des conflits parentaux très importants, et on y en a plein, on le voit bien dans ce qui nous remonte régulièrement, on voit bien que les conflits sont importants. C'est quoi la problématique? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Lui, il est quoi? Il se sent un sentiment de toute puissance? Il se sent pris en otage? Comment on règle ça avec l'enfant? Dans la tête d'un enfant, les enfants, d'une façon générale, aimeraient rester neutres. Bien sûr. Ils n'ont pas envie de pencher d'un côté ou de l'autre. Si on leur explique bien que on t'aimera toujours autant et tu pourras autant aimer papa et autant aimer maman, il n'y a pas de problème, même quand il y a des conflits, si on arrive à dire ça. La difficulté, c'est que actuellement, les enfants sont très sollicités, on leur demande leur avis.
D'abord parce que dans la loi, c'est écrit qu'à partir 7 ans. Oui, 7 ans. Âge de raison. L'âge Oui. de raison est 7 ans dans la loi. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'un enfant à 7 ans est capable de prendre position entre ses parents sans subir de pression? D'abord, ça dépend des enfants. Et en plus, 7 ans, c'est très jeune. Je crois qu'il y a des enfants qui, même beaucoup plus grands, c'est compliqué pour eux, oui. Très compliqué pour eux. Et puis, encore une fois, ça dépend du contexte. S'il y a eu violence conjugale avant et que les enfants ont été entendus par le juge, entendus par les policiers, par les juges, ils sont déjà très au courant. Et de plus en plus, les parents, peut-être pas les deux côtés, mais souvent un parent, tente à expliquer le dossier à l'enfant. Il y a des enfants qui connaissent le dossier de séparation des parents mieux que les parents. Et qui donnent leur avis, et donc sont manipulables. Donc on va alerter les parents, surtout ne faites pas lire les dossiers de divorce à vos enfants, ce n'est pas la bonne technique pour leur santé mentale. Alors dans votre livre, vous abordez largement le concept d'aliénation parentale. C'est un concept qui est très décrié par les femmes victimes et par les associations de défense des droits des femmes. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que l'aliénation parentale est une des formes les plus graves de maltraitance psychologique de l'enfant. Dites-nous ce que vous mettez derrière ce concept d'aliénation parentale et dites-moi, vous en reconnaissez la validité ? Vous pensez que ce syndrome existe réellement aujourd'hui ? D'abord, c'est pas un syndrome. Ah, alors, allons-y. Première chose, c'est pas un syndrome. Un enfant peut souffrir d'aliénation. Il peut y avoir de l'aliénation parentale. C'est pas un syndrome parce que c'est pas une maladie de l'enfant, mais c'est un dysfonctionnement de la famille. Ça veut dire une prise de pouvoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça peut être un parent qui manipule consciemment, souvent inconsciemment, la plupart du temps inconsciemment, l'enfant pour l'amener. Il faut revenir un petit peu en arrière. Quand on se sépare, on est très fragilisé, et en particulier sur le plan narcissique, on ne sait plus où on en est. Et quand on est fragilisé, on peut avoir la tentation de récupérer un peu de narcissisme en disant c'est la faute de l'autre. Ça, c'est banal et c'est normal. Mais c'est une étape. Simplement, il y a des parents qui sont plus en souffrance, en particulier si eux-mêmes ont vécu de ce type de difficultés dans leur enfance avec leurs parents, ou s'ils ont été agressés d'une façon ou d'une autre dans leur enfance, ils sont donc fragilisés, beaucoup plus fragilisés au moment de la séparation. Et ils peuvent faire inconsciemment amener l'enfant à s'éloigner de l'autre parent. Il y a une sorte de rivalité sur la meilleure parentalité. Ton père te nourrit que de McDo, ou bien ta mère est trop possessive. Voilà. Ça, c'est banal et ça peut se soigner si c'est repéré et si ce n'est pas aggravé par par les avocats. Qui sont souvent dont je vais faire gagner mon client. Si ce n'est pas non plus aggravé par la justice qui est beaucoup trop lente. Ouais, on va parler de la justice, des cas, alors soit parce qu'un parent est dans grande souffrance ou d'autres cas où il y a eu violence, où l'enfant est carrément arraché à l'autre parent. Je prends l'exemple d'un certain nombre de pères qui pratiquent le contrôle coercitif dans le couple et qui, au moment de la séparation, vont jouer sur le critère de si tu me quittes, tu n'auras pas les enfants. Et l'enfant, à ce moment-là, se plie à cette violence qui lui est faite à lui de se mettre du côté du père parce que sinon ça va impacter maman. Donc, vous parliez des associations de femmes victimes qui dénoncent ce concept, le concept d'aliénation parentale. Mais d'une part, ça existe, et ça existe autant de la part des pères que de la part des mères.
On va parler un petit peu de la justice. D'abord, il y a une question qui est: est-ce que la justice comprend suffisamment les notions de contrôle coercitif, d'emprise et de manipulation, utilisées très fréquemment pour asseoir une domination? Et puis, est-ce que l'organisation de cette justice est viable? On sait que les juges aux affaires familiales sont des juges généralistes qui, faute de temps, parfois appliquent des décisions standardisées. Ils ne communiquent pas forcément avec le juge aux enfants chargé des enfants en danger ou avec le juge pénal. Est-ce qu'il faut remettre cette organisation complètement, la transformer de façon radicale? Et ça sera ma dernière question, chère Marie-France. Oui, alors tout le monde est d'accord, même les juges et même le garde des Sceaux, pour dire que le droit de la famille dysfonctionne en ce moment. D'ailleurs, il y a une réforme partielle qui se met en place pour organiser des pôles vifs, c'est-à-dire violence intrafamiliale. Actuellement, la justice est beaucoup trop lente. Il faut savoir que les JAF, c'est-à-dire les juges aux affaires familiales, sont des juges généralistes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas formés spécifiquement sur l'accueil des enfants. Or, si passer du JAF quand il y a violence, à quel moment un juge pour enfants est sollicité pour donner un avis, au fond, tout ça, ça prend des mois, voire des années. Ça prend des mois, voire des années, sauf qu'en audience, parfois, ils mettent un quart d'heure pour décider de la vie d'une famille et de la vie des enfants. Donc, il y a un paradoxe total entre cette justice qui, aujourd'hui, a besoin d'être organisée et des moyens qui sont accordés à la justice. Absolument. Là, il y a vraiment une réforme à faire et c'est extrêmement important, pas simplement pour les parents, surtout pour les enfants. Alors, on va lire votre livre. Et on va en savoir beaucoup plus. Exactement, et on saura surtout tout ce qu'il ne faut pas faire si jamais, comme un Français sur deux, on venait à se séparer plus tard. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Marie-France Hérigoyen. Je rappelle votre livre, Séparations avec enfants, conflits, violences et manipulations. C'est publié aux éditions de La Découverte. Merci à vous également, Muriel. À dimanche, Marie. Et je vous remercie. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.